Salut! L'équipe de Sorociné prend des vacances bien méritées, mais pas d'inquiétude, on revient très vite dans vos oreilles pour de nouvelles aventures. Pour vous faire patienter, on vous propose de réécouter un épisode d'avril 2025 qui vous avait beaucoup plu, un hommage au cinéma de David Lynch qui venait de nous quitter, et une analyse sur les personnages féminins qui traversent sa filmographie, de Laura Palmer de Twin Peaks au duo féminin iconique de Mulholland Drive. Bonne écoute et à bientôt! Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Le 16 janvier 2025, David Lynch tirait sa révérence, emporté par un arrêt cardiaque après un long combat contre un emphysème pulmonaire. Il avait 78 ans et venait d'être exfiltré de son domicile à Los Angeles, alors ravagé par les incendies. Los Angeles, une source d'inspiration inépuisable chez le réalisateur, fasciné par les longs boulevards goudronnés, les palmiers vertigineux bercés par le vent, mais surtout par les comédiennes hollywoodiennes déchues qui hantent encore la ville. Le feu ardent d'une Rita Hayworth, la glace d'une femme fatale et la tragédie d'une Marilyn, sur qui il rêvait de tourner un film, sont autant d'ingrédients qui ont modelé les personnages féminins du cinéma de David Lynch. Mais pour mieux les comprendre, nous ferons un pas de côté loin de la Cité des Anges pour une petite ville verdoyante du nom de Twin Peaks. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est juste une petite série culte des années 90 qui a été réalisée par Mark Frost et David Lynch et qui met en scène le délitement d'une petite communauté à la mort de la reine du lycée local, Laura Palmer, qui sera notre fil conducteur pendant cet épisode. Je suis Léon Catan et aujourd'hui je suis accompagnée de Mariana Agier et Diane Lestage. Hello, salut! On va parler des femmes du cinéma de David Lynch. D'abord j'ai une première question pour vous les filles. Quel est votre rapport général avec sa filmographie? Diane, tu veux commencer? Moi, j'ai découvert David Lynch un peu par hasard à la télévision par Mulholland Drive. Mes parents n'avaient jamais vu non plus. Et c'est vrai que ça m'a un peu chamboulée. Et j'ai souvenir à la fin du film où personne n'avait rien compris au film. Et d'être allée sur Internet pour la première fois de ma vie à essayer de trouver des articles qui parleraient des mystères de ce film. Et c'est mon premier souvenir un peu de ce truc de décrypter un film. Et ensuite, j'avais le DVD de Sailor et Lula, qui est, je trouve, son film le plus classique, mais qui, moi, il y avait toute une esthétique qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Et vraiment, Nicolas Cage et Laura Dern, j'étais absolument fan de ce couple. Voilà, il y a un moment où on n'avait pas trop conscience de la violence, en tout cas du personnage masculin. Il y avait quand même quelque chose de très sexy quand on a 17 ans. Et c'était des films assez importants pour moi, mais sans que je m'intéresse profondément au cinéaste, en essayant de voir ses autres films. Et après, il y a eu Twin Peaks quand même, en tout cas la saison 1, parce que je me suis arrêtée au milieu de la saison 2. C'est un réflexe. C'est beaucoup de gens ont arrêté au milieu de la saison 2. Voilà. Et Twin Peaks, c'est en même temps Blue Velvet, que j'ai vu à peu près à la même période, et où moi j'ai un peu l'impression que Blue Velvet préfigure totalement Twin Peaks, en tout cas pose des bases assez grotesques et que je trouve très drôles personnellement. Je sais que ce soit le pilote de Twin Peaks ou Blue Velvet, il y a des moments où je ris énormément, malgré la violence. Et il y a un autre aspect à ce moment-là de David Lynch qui me faisait un peu rire, c'était les fans de David Lynch, parce que pour le coup j'aime beaucoup le cinéma de David Lynch. C'est un cinéma qui me parle dans son esthétique et dans ce que ça raconte profondément, mais j'ai toujours détesté les gens qui adoraient David Lynch. Et j'ai vraiment souvenir, notamment quand t'es en études, de cette clique d'étudiants d'art qui est fanat de David Lynch et qui jure que par cette esthétique et qui du coup tout se ressent dans ce qu'ils disent. C'est hyper prétentieux, et moi c'est vraiment un truc que je exécrais toute mon début d'études, voilà. Oui, c'est vrai. Puis si tu aimes pas, non mais tu comprends pas son cinéma en fait. C'est ça, il y avait vraiment genre pas juste ne pas aimer en fait. Ouais, c'est comme vraiment un gang très fermé de fans de David Lynch. Et toi Mariana, du coup, c'est quoi ton rapport à David Lynch? Moi, comme toi, Diane, j'ai découvert Lynch avec Mulholland Drive, qui en plus faisait partie de ces films. Vous aviez sûrement ça aussi, mais quand on est petit, et qu'évidemment certains films qu'on n'a pas le droit de voir, mais il y a ces films qui font un petit peu partie de la légende familiale, parce qu'on sait qu'ils sont appréciés par nos parents, et que du coup il y a déjà une espèce d'aura qui les entoure, alors même qu'on ne peut pas encore les voir. Donc moi déjà, il y avait déjà cette espèce d'aura de mystère qui enveloppait ce film-là, et que je l'avais vu ensuite, je pense vers mes
peut-être 15-16 ans par mon père qui m'avait dit, bon bah voilà, il faut que tu vois ce film absolument formidable, et il me l'a fait voir, et je me souviens juste de l'avoir m'être tournée vers lui à la fin, de l'avoir dit, je suis désolée mais je n'ai absolument rien compris du tout, et d'être un peu perdu, et qui me dit genre mais non mais attends, mais c'est incroyable, il y a ce truc où en fait d'abord c'est le rêve et après tu vois c'est correspondances et tout, et voilà, donc je trouvais déjà ces petites pistes là que j'ai creusées après. Moi, j'aime pas tout chez Lynch. Je suis pas très fan de Sailor et Lula et de Blue Velvet, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Et je trouve aussi que le genre très cryptique, ça atteint quand même très très vite ses limites. Mais voilà, enfin moi, je suis aussi hyper sensible à toute cette partie de son œuvre qui est vraiment sur le rêve et sur l'hallucination. Je trouve que personne n'a jamais dépeint aussi bien que lui ce que c'est vraiment de se balader au milieu d'un rêve qui devient petit à petit un cauchemar. Après voilà, comme je l'ai dit, c'est pas non plus un réalisateur qui a bercé mon adolescence. J'ai pas construit ma cinéphilie avec lui, donc beaucoup de ses films, je les ai vus très récemment. Donc j'ai aussi un regard assez sceptique sur pas mal de choses qu'il fait, et notamment sur certaines représentations de ces personnages féminins. On va avoir l'occasion de s'y pencher assez longuement. Et toi, Léon ? Écoutez, moi, pour vous expliquer un peu mon rapport à David Lynch, je vais remonter à mon enfance, mais pas pour une psychanalyse, ne vous inquiétez pas. En fait, quand j'étais très petite, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai vu Le Voyage de Chihiro. Et ce film m'a absolument traumatisée. Mais j'en suis ressortie aussi avec une certaine fascination, parce que ce film me faisait peur et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça a été un geste fondateur de ma cinéphilie, et j'ai retrouvé cette sensation chez très peu de cinéastes par la suite, à part chez Lynch, justement. Et du coup, quand j'ai découvert Mulholland Drive quand j'étais adolescente, donc pareil que vous, j'ai commencé par Mulholland Drive, j'ai eu ce même effet-là, et notamment avec une scène, bon voilà, si vous savez, mais cette fameuse scène qui se passe derrière un dîner, où justement je trouve que, voilà, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Mariana, mais Lynch sait très bien te faire ressentir ce truc que tu as dans les cauchemars, où parfois tu te sens terrifié, mais tu sais pas pourquoi. Et ça joue sur quelque chose de très primal, de très enfantin. Et j'ai l'impression que il n'y a pas grand monde en fait qui sait faire ça et le retraduire en images, en ressenti. Et puis Mulholland Drive, ça a aussi été le film qui m'a fait comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un film, qu'est-ce que c'est la vision d'un cinéaste, de la mise en scène, pas seulement juste une histoire et un message. Et après, pendant très longtemps, ça a plutôt été ces films que moi j'ai préférés, parce que Twin Peaks, j'avais essayé de commencer et je suis totalement passée à côté. Je me suis dit, mais c'est nanardesque quoi. Et du coup, j'ai totalement lâché au bout de 10 minutes. Et puis après, j'y suis retournée et j'ai compris petit à petit l'intérêt de la chose. Et par rapport juste à sa vision des femmes dans son cinéma, à un moment donné, j'en étais très critique. Et puis je pense que je me suis un petit peu modérée par la suite. Il y a quand même des choses que je trouve dérangeantes, effectivement. Mais globalement, je trouve ça plutôt intéressant en termes de représentation. D'habitude, à Sorociné, quand on analyse le travail d'un cinéaste, on fonctionne plus par corpus de films. Et là, on a choisi de faire un petit peu différemment. Donc j'aimerais bien qu'on justifie ce choix. Pourquoi avoir pris Laura Palmer comme fil conducteur ? Eh bien parce que pour moi, c'est l'archétype de la femme, bon en l'occurrence la jeune femme, lynchienne. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la série Twin Peaks ou qui auraient besoin d'un rappel, donc c'est l'un des personnages principaux de la série, qui est donc une série de 3 saisons qui a commencé sa diffusion en 90 et qui s'est conclue en 2017, après une pause de 25 ans. Laura Palmer, elle est campée par Cheryl Lee et la série s'ouvre sur la mort de Laura. Mais même si elle est morte, elle est omniprésente pendant une très très bonne partie de la série. Parce qu'en fait, tout le monde, on s'en rend compte, avait un rapport avec elle
dans cette communauté modérée en taille. Et chacun la connaissait sous un visage différent. Et c'est ce dont va Dale Cooper, donc notre inspecteur du FBI qui arrive en début de série pour enquêter, va se rendre compte. Et du coup, est-ce que les filles, on peut, sans faire un inventaire à l'après-vert, faire une liste rapide de toutes les choses que Laura était et faisait dans sa jeune vie? C'est compliqué parce qu'on se demande combien d'heures elle avait dans la journée pour faire tout ce qu'elle faisait, mais en fait ça va être tout le déroulé de Twin Peaks, et on va se rendre compte du principe même du cinéma de David Lynch. Mais Laura, c'est d'abord, tu l'as dit, la reine du lycée, c'est cette jeune femme idéale de l'imaginaire très idéalisé du rêve américain. C'est cette jeune femme blonde, reine du lycée, qui fait aussi du bénévolat, qui aide les personnes âgées, etc. Et qui se révèle aussi avoir été notamment prostituée, avoir un rapport compliqué à la drogue, un rapport très compliqué au sexe aussi. Mais voilà, elle a un peu mille et une facettes, quoi. Oui, complètement. Et comme tu l'as très bien dit, Léon aussi, elle incarne toutes les femmes qu'on voit morcelées chez d'autres personnages féminins dans le cinéma de David Lynch, mais aussi rappeler que Laura, c'est la figure aussi de Laura de Otto Preminger. Laura, c'était un film de 1944 où le personnage de Laura était incarné par Jane Tierney. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce film qui hante Lynch quand il crée le personnage de Laura Palmer, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux œuvres, notamment la thématique du double, la mort d'une jeune femme qui ouvre l'œuvre, l'enquête, où on va se demander qui est le personnage de Laura comme qui est le personnage de Laura Palmer. Qui l'a tuée aussi. Qui l'a tuée, c'est ça. C'est à la fois qui est-elle et qui l'a tuée. Et avec un rôle d'un détective qui va rentrer dans un univers et découvrir aussi un univers de Pygmalion qui l'entoure. Parce que je vois souvent des jeunes filles naïves, entre guillemets, puisque on verra que justement c'est pas que ça. Et je sais que moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le fait que dans le Laura d'Otto Preminger, il y a un tableau qu'on voit souvent, qui est un portrait qui représente Laura. Et il y a la photo de Laura Palmer, qui est hyper connue et qui revient aussi beaucoup dans Twin Peaks, où on va avoir des plans dessus sur cette photo, où elle est justement en petite fille modèle, reine du bal. Et voilà, pour dire qu'il y a aussi cette descendance dans le cinéma, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, de parler de l'influence des stars hollywoodiennes des années 50 sur le cinéma de David Lynch. D'ailleurs, tu l'as évoqué en intro. Oui, et c'est d'ailleurs tout le propos de l'autrice Louise Van Brabant, qui a écrit un livre dédié à cette héroïne, Laura Palmer, La femme au miroir, que je vous conseille d'ailleurs. C'est une très très bonne lecture et elle m'a beaucoup aidée pour écrire cet épisode. Elle dit: cette accumulation de masques fait d'elle, donc de Laura Palmer, un personnage de fiction universel, constitué tant d'archétypes développés dès les années 60 dans les soap-operas télévisés que de la concrétion des figures féminines universalisées avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Pour revenir d'ailleurs sur justement sur l'idée qu'elle joue un petit peu le rôle de fil rouge dans cet épisode, Laura Palmer, c'est aussi la figure la plus populaire du cinéma de David Lynch, qui est quand même connu, même si ça reste un cinéaste extrêmement culte, mais quand même assez cryptique, on l'a dit. Donc rentrer dans son cinéma peut être quelque chose d'assez opaque et d'assez difficile, alors que justement Laura Palmer, ça a été une figure extrêmement populaire du fait de Twin Peaks ayant été en elle-même une série extrêmement populaire. Donc il y a eu un vrai phénomène culturel autour de la figure de Laura Palmer, et Lynch lui-même il le dit avoir eu toute sa carrière une vraie obsession pour ce personnage-là. Il avait constamment envie d'y retourner après Twin Peaks, donc les deux premières saisons, même si on va le voir, il y a été toujours moyennement impliqué en fonction des périodes, mais il y avait toujours cette envie chez lui de vouloir y retourner. Il y avait toujours constamment cette idée de se dire mais en fait j'ai pas encore tout dit sur Laura, j'ai pas encore tout raconté. Donc il y a eu après les 2 saisons de Twin Peaks, le fait d'y revenir, donc 1 an plus tard en 92 avec Firewalk With Me, donc qui va revenir sur les 7 derniers jours qui ont précédé la mort de Laura Palmer, donc qui est un long métrage pour le coup, et ensuite avec la 3e saison Twin Peaks The Return, qui sera faite donc 25 ans plus tard après la fin de la série, donc sortie en 2017. Donc il y a toujours, même si la saison 3, on va le voir, parle un petit peu moins de Laura Palmer, mais il y a quand même toujours l'idée elle est là, elle reste là toujours en fond de tout ce qu'il racontait. Donc il y a toujours vraiment cette espèce d'obsession même chez lui de vouloir y revenir et de vouloir encore avoir quelque chose à raconter sur elle, quoi. Je trouve que dans la saison 3, ça atteint aussi un stade
encore au-dessus, d'autant plus avec le côté méta de la saison 3, mais où il y a vraiment une idée, ça en devient vraiment quelque chose de mythologique, le meurtre de Laura Palmer. Même sur la manière de traiter cette mort, cette présence fantomatique. Et il y a aussi énormément de séquences hyper symboliques là-dessus, mais il y a vraiment l'idée du meurtre de Laura un peu presque comme une sorte de crime originel, quoi. Il y a vraiment l'idée de le meurtre de Laura a donné naissance à la notion du mal dans le monde moderne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là-dessus qui justement apporte ce meurtre-là à quelque chose d'encore plus important pour lui. Il y a vraiment quelque chose de très mystique, de presque un peu religieux, quoi. Et d'ailleurs, c'est sa photo, c'est sa tête qu'on voit en premier dans le générique de la saison 3 de Twin Peaks, qui, à mon sens, est une saison qui est très méta, parce qu'elle parle aussi de comment est-ce que Twin Peaks a infusé dans la culture populaire, selon moi. Et ça n'a pas été quelque chose de gagné, parce que même si, comme tu le soulignes, ça a été une série très populaire à un moment, elle a aussi eu des hauts et des bas, selon justement l'implication ou le manque d'implication, souvent contraint, de David Lynch. Et Firewalk With Me qui a complètement bidé à sa sortie, malheureusement, parce que voilà, ça fait pas consensus dans la rédaction, mais personnellement c'est un film que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Laura Palmer a plusieurs doppelgangers dans la série. Donc par doppelgangers, j'entends des personnages que l'actrice Cheryl Lee va aussi jouer, dont Madeleine Ferguson, qui est sa cousine. Et son prénom est d'ailleurs, petit aparté, mais une référence à Sueur froide, vu qu'elle porte le prénom de l'héroïne du film et le nom de famille du héros. Et on retrouve ce processus aussi dans Mulholland Drive et dans Lost Highway. Cette notion de dualité, toi, c'est quelque chose qui t'avait frappé, Mariana? Je pense que de toute façon, l'idée du double, l'idée de la dualité, c'est vraiment quelque chose qui traverse de bout en bout tout le cinéma de Lynch. C'est vraiment une de ses obsessions principales. C'est dès le début, il y a cette idée qu'il y a une façade idéale qu'on découvre en premier et que derrière, quand on creuse, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est vraiment quelque chose qui va commencer à l'obséder de manière globale à partir de Blue Velvet, qui va être son 3e long métrage, si je dis pas de bêtises, où il y a vraiment il y a cette scène d'ouverture de Blue Velvet qui est très connue, où on voit des fleurs rouges dans un ciel bleu, et ensuite les voitures qui passent dans une espèce de banlieue pavillonnaire absolument idéale, et la caméra se rapproche de l'herbe, et en fait on se rend compte que sous l'herbe, en fait il y a des cafards. Il y a vraiment cette idée d'une bourgade parfaite dans laquelle, à l'intérieur des foyers, tu peux avoir le cauchemar pur et simple qui se déroule. Oui, parce que Blue Velvet, du coup, ça se passe dans les années 80, donc la période où ça a été filmé, et ça raconte comment est-ce que un jeune homme qui est aussi joué par Kyle MacLachlan, qui joue Dale Cooper dans Twin Peaks, se prend de fascination pour une chanteuse de jazz qui s'appelle Dorothy, et qui est sous l'emprise d'un homme très très dangereux, et voilà, qui a cette figure à la fois de femme très sexuelle, très envoûtante, et en même temps en fait de victime de violences masculines. Ouais, complètement. Il y a vraiment cette idée de le personnage joué par Kyle MacLachlan, qui est vraiment de base cette espèce d'étudiant très poupon, très parfait, un peu façon le lauréat. Enfin, vraiment Et il adore la Heineken. Oui. Ce détail a son importance, je le précise pas comme ça. Et qui va se retrouver dans cette histoire extrêmement sordide et en même temps érotique avec Isabella Rossellini, et il va découvrir que Isabella Rossellini, donc qui joue Dorothy, vit vraiment un calvaire pur et simple, et donc il y a vraiment cette idée il y a vraiment quelque chose de pourri sous cette façade un peu de rêve américain idéalisé, quoi. Et donc bref, cette dualité là qui traverse toute son œuvre, pour moi c'est cohérent. Elle se manifeste aussi à travers ses personnages, lesquels les plus évidents, c'est du coup Mulholland Drive, qui est peut-être un de ses films les plus populaires, où, sans trop spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais il y a vraiment littéralement un renversement des personnages, en fait, des deux personnages féminins. Et Lost Highway, qui est un film relativement similaire, en tout cas dans sa forme, en tout cas sur cette idée de renversement, parce qu'il y a un basculement au milieu du film où, où certains acteurs changent en interprétant les mêmes personnages, et où des personnages changent en étant interprétés par les mêmes acteurs. Donc il y a vraiment cette idée de dualité toujours. Mais c'est vrai que, en fait, on revient toujours à la figure de Laura Palmer. Enfin, elle centralise vraiment l'essence même de cette démarche. C'est vraiment, on le disait, c'est la jeune femme américaine idéale, la reine de promo. Elle est adulée de
toute la bourgade de Twin Peaks, mais on découvre qu'elle se prostituait, qu'elle était addicte à la drogue. Enfin, il y a vraiment cette idée de la face cachée de Twin Peaks qui se révèle à travers elle, quoi. Oui, bah, tu parlais de Blue Velvet. Enfin, sur cette thématique, je trouve que c'est assez criant de voir cette opposition, justement, cette thématique du double entre Isabella Rossellini, donc, qui joue Dorothy, et le personnage de Laura Dern, qui vraiment, cette jeune fille, justement, toute propre sur elle, blonde. Fille de flic, voilà, blonde, toute mignonne. Exactement, et qui du coup fait penser à la phase sage de Laura Palmer. Et là où Dorothy incarne la brune vaporeuse, qui sont vraiment les deux figures en plus je vais me répéter, mais du cinéma des années 50, la blonde et la brune, les hommes préfèrent les blondes ou les brunes. Et il y a vraiment cette idée-là qui est très très présente et qui incarne aussi du coup les notions de bien et de mal, mais pas du tout comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que c'est pas non plus une incarnation religieuse ou morale du bien et du mal, comme d'autres cinéastes ont pu le montrer. C'est un truc qui est beaucoup plus complexe que ça, parce que aucune n'est vraiment toute blanche ou toute noire. Enfin, chacune de ces personnages est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai que pour moi, le duo Rossellini-Dern incarne vraiment cette opposition très criante. Enfin, c'est un des exemples pour moi les plus frappants, avec celui aussi de Lost Highway. Comme Pour le coup, par contre, c'est la même actrice qui joue deux rôles différents. Donc Patricia Arquette qui joue une brune et une blonde. Et justement, autant l'opposition, elle est très marquée et peut-être un peu plus rigide dans Blue Velvet, autant je trouve que dans Mulholland Drive, donc juste pour rappeler le pitch, ça commence avec une femme, une brune, qui se retrouve dans un accident de la route et qui perd la mémoire et qui va rencontrer une jeune actrice. Alors cette héroïne, elle est jouée par Laura Harring, et en fait elle va rencontrer une jeune actrice qui vient d'arriver à Los Angeles, en fait, qui a très ingénue. Ouais. Elle est très ingénue. Elle est jouée par Naomi Watts, qui reviendra dans le cinéma de Lynch, notamment dans la saison 3 de Twin Peaks. Et en fait, par ce basculement qui opère au milieu du film, on se rend compte que voilà, ce n'est pas ce personnage de brune victime et ce personnage de blonde qui est un petit peu protectrice mais en même temps très innocente. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est là où je trouve que justement Lynch a encore plus de recul en fait sur ces personnages féminins. Tu parlais de vieille Hollywood, notamment Diane, et c'est vrai qu'un mot qu'on entend énormément quand on parle des personnages féminins de Lynch, c'est le côté femme fatale. Voilà, c'est difficile d'y échapper, et je trouve que même en fait quand on se penche sur les origines de cet archétype, on retrouve une dualité. Encore une fois, on va pas arrêter d'utiliser ce terme, mais une dualité qui ressemble bien à son cinéma, puisque la femme fatale, elle a émergé dans un contexte d'après-guerre, et donc à la fois un symbole d'émancipation des femmes, vu que c'est des personnages qui sont beaucoup plus sexuels de manière assumée, beaucoup plus séducteurs, beaucoup plus indépendants, mais en même temps qui sont, c'est des personnages, les femmes fatales sont assez trompeuses, elles ont une moralité assez grise, et du coup elles suscitent la peur chez les hommes, et on peut aussi ressentir, interpréter ça comme une peur de l'indépendance des femmes. Et puis dans ces films aussi, il y a t'en as un petit peu parlé Diane aussi, mais il y a voilà des références à des grandes actrices hollywoodiennes. On a justement le personnage dans Mulholland Drive qui est joué par Laura Harring et qui se fait appeler Rita parce qu'elle voit une affiche de Gilda au mur quand elle ne se rappelle plus de son identité, et que j'ai mentionné en introduction. Et j'avais également parlé de Marilyn Monroe, une comédienne vraiment capitale pour David Lynch. Il a toujours rêvé de tourner un film sur elle, et d'ailleurs le projet avait été ébauché avec Mark Frost sous le nom Venus Descending. Et annulé ensuite parce qu'on parlait trop de l'implication des Kennedy dans la série, si j'ai pas de bêtises. Totalement. Et c'est vrai que sur cette question de la femme fatale, donc, et même de cette idée de la manipulation, de la mort qu'il peut y avoir aussi dans cette notion de femme fatale. Effectivement, il associe beaucoup ça à la notion de la duplicité, Lynch, mais pour le coup, c'est pas quelque chose que je trouve dérangeant comme ça pourrait être chez d'autres réalisateurs qui pourraient traduire ça justement par des personnages de femmes manipulatrices, de femmes menteuses. Enfin, je pense par exemple évidemment au cinéma de François Ozon, que je n'apprécie pas
énormément. On en avait déjà parlé précédemment, qui est aussi quelqu'un qui est assez obsédé par la duplicité, par l'idée des femmes doubles, mais qui là, pour le coup, se traduit sur quelque chose d'assez misogyne. Là, pour le coup, pour David Lynch, je trouve que c'est extrêmement cohérent avec son cinéma, comme je le disais, et puis ça, on aura l'occasion de s'épancher dessus plus tard, mais ça raconte aussi beaucoup quelque chose sur la violence invisible que vivent ces femmes, quoi. Même si Lynch s'est un peu aventuré de ce côté-là avec par exemple le personnage de Josie dans Twin Peaks, qui pour le coup est une femme fatale beaucoup plus basique, vu que là effectivement c'est une femme trompeuse, qui utilise ses charmes pour manipuler les hommes autour d'elle, etc. Et c'est d'ailleurs assez dommage vu que c'est une des seules femmes racisées de Twin Peaks. Et d'ailleurs, si on parle d'une perspective intersectionnelle, il y a très peu de femmes racisées dans le cinéma de David Lynch, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on voit même en termes d'écriture, c'est vraiment un des personnages les moins intéressants. Alors certes, c'était aussi, tout le développement de l'arc autour de Josie dans Twin Peaks arrive à un moment où Lynch s'était totalement désengagé de la série, mais c'est vrai qu'on voit aussi à quel point en fait c'est un ressort narratif extrêmement pauvre, parce que Josie est un des personnages les moins intéressants de la série, donc à partir du moment où on rentre vraiment dans cet archétype de la femme fatale, on n'a quand même pas grand-chose à en dire, quoi. Diane ? Ouais, après, il y a toute une esthétique aussi des années 80-90 qui sont justement ces nouvelles femmes fatales qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Palma ou de Verhoeven ou de Cronenberg, qui sont, je pense à plein d'exemples en tête, mais c'est les mêmes, tous ces cinéastes-là sont fascinés en fait par ces actrices, par ces grandes actrices des années 50. Pour moi, il y a toute une remise en valeur de ça, et notamment Hitchcock, qui est le maître de tous. C'est vrai, c'est qu'il y a l'ombre d'Hitchcock qui plane chez tous ces cinéastes, en fait, quelque part. Et donc, dans la mise en scène, sauf qu'on est dans une esthétique des années 80, où on frôle le mauvais goût tout le temps. Mais en même temps, Lynch, il arrive, par la psychologie de ses personnages féminins, en fait, c'est-à-dire qu'il a beau mettre en avant que des jolies filles, c'est quand même le cas, c'est que des actrices qui sont aussi choisies pour leur physique, mais en même temps, il va leur donner vraiment une profondeur psychologique tellement complexe que pour moi, on peut pas le taxer de misogynie, parce qu'il va montrer la dichotomie de ces femmes-là. Je trouve qu'il y a tout un travail, en fait, et qu'on a rarement vu des femmes à ce moment-là. Moi, je trouve que les personnages de David Lynch féminins sont assez marquants par leur puissance, et le fait que, tu l'as évoqué, Maria, et on en parlera tout à l'heure plus en détail, qu'elles aient vécu des violences et comment elles sont survivantes de ces violences-là aussi. Ce qui est sûr, c'est que David Lynch aime beaucoup les femmes. C'est notoirement connu. Oui. Il ne s'en cachait pas. On pense fort à lui. Et ça se voit évidemment beaucoup à travers ses personnages féminins et à travers les castings de ces personnages féminins. Il a des beautés. Il a une fascination pour la beauté féminine extrêmement normée. Tu l'as dit. Mais pour autant. Bon, il y a d'autres formes par lesquelles cette fascination pour la beauté va se manifester qui me dérangera beaucoup, mais on aura encore une fois l'occasion d'en parler plus tard. Je suis vraiment en train de teaser la deuxième partie de ce podcast. Mais là où pour le coup il y a quelque chose qui est assez réussi dans certains moments de sa filmographie, c'est qu'il y a aussi justement cette utilisation aussi du kitsch parfois. Permet aussi de faire une mise à distance de la manière dont ces personnages sont sexualisés dans sa mise en scène, parce que Lynch, c'est aussi quelqu'un qui s'attarde beaucoup, on l'a dit, sur la question de l'hallucination et du fantasme, et le fantasme masculin, c'est une thématique assez centrale chez lui, et notamment sur cet archétype de la femme fatale. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai revisionné Twin Peaks, c'est, tu l'as dit Léon, Laura Palmer a beau être absente, c'est quelqu'un qui hante tout le monde et qui hante notamment les autres jeunes filles de Twin Peaks et notamment ses amies. Je pense au personnage de Donna Hayward, qui est la meilleure amie de Laura Palmer, qui est un petit peu au début perçue comme un peu le pendant un peu gentil, un peu sage de Laura Palmer, et qui va petit à petit se mettre à adopter ses mimiques, à vouloir vraiment rentrer dans un jeu d'imitation de sa sexualité et de sa mise en scène vraiment de la femme fatale que pouvait avoir Laura. Et je trouve que cette espèce d'obsession justement pour ce côté très construit, très mis en scène de Laura, la manière dont ça se reflète chez ce personnage-là de Donna, sa meilleure amie, je trouve ça assez parlant justement sur cette certaine mise à distance de ce fantasme-là que Lynch pouvait avoir. Et en même temps, il y a d'autres personnages féminins qui peuplent la série, parce que je trouve qu'à la fois il y a cette fascination pour la beauté,
mais il y a aussi un certain amour des freaks, on va dire, des gens qui ont un physique un petit peu atypique, qui ont une présence, une aura très très bizarre, comme par exemple la Log Lady, qui est tout aussi iconique dans son cinéma qu'une Audrey Horne, donc qui est un petit peu une mini femme fatale, qui est la fille du propriétaire de l'hôtel où il va se passer beaucoup de choses dans l'intrigue. Il y a aussi le personnage de Nadine. Comment définir Nadine? Nadine est le meilleur personnage. Nadine aime les rideaux et les quarterbacks. C'est la seule chose que je peux dire, je pense, sur Nadine. Nadine devient complotiste dans la saison 3 par ailleurs, mais ça, je m'en remets toujours pas. Ah bah merci pour le spoiler. Mais voilà, il y a cette palette-là, et puis il y a aussi le personnage de Lula dans Sailor et Lula, ou Wild at Hearts dans sa VO, qui, toi, Diane, te tient un petit peu à cœur. Can I talk to Lula? You are not gonna see him ever. I'd go the far end of the world for you, baby. A man can't ask for more than that. You move me, Sail. You really do. You want me to shoot Sailor in the brains with a gun? Uh-oh. Oui, mais avant de parler, je voulais aussi rebondir justement sur Sailor et Lola, mais plutôt sur sa mère, qui en fait qui est jouée par Diane Ladd, qui est la vraie maman de Laura Dern, donc qui était aussi comédienne. Et moi, je trouve que ce personnage est tellement fascinant parce que c'est justement une femme fatale vieillissante. C'est une femme totalement manipulatrice, mais qui devient hyper touchante à la moitié du film. Je trouve qu'elle est complètement folle, et en même temps on va découvrir sa sensibilité petit à petit, et moi je trouve que c'est un personnage qui me touche et qu'on voit dans des moments justement de fric absolu. Cette scène iconique où elle se peinturlure le visage de rouge à lèvres en pleine crise d'hystérie, qui est un truc totalement fou, où je pense notamment aussi au personnage d'Isabella Rossellini dans Sailor et Lula, qui pareil joue une sorte, je trouve qu'on est presque dans Crash de Cronenberg, genre il y a un truc très très proche, je trouve, dans l'esthétique. Et je trouve que c'est un film où pour le coup les personnages féminins prennent toute la place et lead le film, là où les hommes sont un peu cons, un peu bébêtes, ils font ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire tuer, et en fait les femmes vont un peu porter toute l'histoire et diriger tout le film, et c'est assez fascinant parce que c'est un film hyper classique dans sa dramaturgie. C'est vraiment une histoire d'amour qui, pardon de spoiler, mais je le dis, c'est une histoire d'amour qui gagne. À la fin, l'amour est victorieux de ce film. Non mais c'est vrai, c'est l'inverse de Roméo et Juliette, et c'est très beau, et en même temps c'est assez ridicule par ailleurs. Et le personnage de Lula qui moi me fascine, c'était vraiment mon personnage préféré quand j'avais 17 ans, parce que c'est une femme qui désire, et c'est une femme qui le dit et qui passe son temps à le dire, et elle a des allures un peu bébête parfois, mais en fait tu te rends compte que non, elle sort plein de phrases hyper intelligentes sur le rêve, qui sortent comme ça quand elle est au lit. Je trouve que moi j'étais absolument fascinée par ce personnage, et j'avais vraiment envie d'être elle. C'était je sais pas, il y avait un truc qui me hantait chez elle, voilà. Du coup je trouve que c'est un personnage qui est un peu différent, tout en étant physiquement la femme fatale qu'on attend, rouge à lèvres, vernis rouge et talons hauts. Ce que tu dis sur le personnage de la mère et sur les femmes fatales vieillissantes, ça me fait aussi beaucoup penser à la saison 3 de Twin Peaks, donc Twin Peaks The Return, qui est aussi assez marquante pour ça, justement, parce qu'on retrouve tous les personnages, en tout cas une grande partie des personnages qui étaient des personnages féminins jeunes, très jeunes, très attirantes, justement très mini-femmes fatales comme Audrey, comme d'autres. Et la saison 3 de Twin Peaks a ça justement d'assez particulier, où ces femmes-là, qui sont du coup des femmes beaucoup plus matures, qui vont vraiment guider le récit. Et en fait, à l'exception du personnage de Gordon Cole, qui est joué par David Lynch lui-même, et de ses acolytes, parce que ce sont des agents du FBI en train de mener l'enquête, ce sont vraiment les femmes, vraiment des femmes toutes grosso modo cinquantenaires, qui portent cette série à bout de bras et qui sont toutes en colère, et notamment
le personnage mythique de Diane, joué par Laura Dern, qui est un personnage extrêmement annoncé, qui est vraiment un personnage un peu qui plane dans toutes les 2 premières saisons, on ne sait jamais si elle existe vraiment, et qui apparaît dans la saison 3. Oui, parce qu'en fait, Dale Cooper parle à Diane sur une espèce d'enregistreur pendant les 2 saisons, mais en fait, on la voit jamais, on l'entend jamais. On se demande si c'est sa secrétaire ou juste son journal intime sur lequel il prend des notes. Chère Diane. Et en fait, donc Diane existe dans la saison 3, elle est campée par Laura Dern, et à l'image d'énormément d'autres personnages féminins dans la saison 3 de Twin Peaks, elle a énormément de colère. Donc voilà, ça me faisait un petit peu penser à ce que tu disais effectivement sur la mère dans Sailor et Lola, même si personnellement je ne l'ai absolument pas trouvée touchante. J'ai vraiment juste trouvé barge de bout en bout, mais oui, toujours moi c'était mon pire cauchemar, genre la scène des toilettes quand j'étais jeune, vraiment ça me faisait flipper à souhait. Genre vraiment je me rappelle encore, enfin genre je la connais par cœur cette scène tellement elle me fait flipper. Et en même temps si je trouve qu'elle se craque elle. Et puis, tu parlais, Diane, du côté bébête que peuvent avoir certaines répliques de certains personnages. Mais je pense que c'est contrebalancé, et on est d'accord là-dessus, mais c'est contrebalancé aussi par le fait que, juste en fait, les films et la série sont drôles en fait. Le cinéma de Lynch est aussi très drôle. Il y a un comique de l'absurde, un comique de répétition, des scènes qui s'étendent à l'infini, où on va voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la blague. Et du coup, ça concerne à la fois les personnages féminins et les personnages masculins. Et je trouve que du coup, on évite cette dichotomie qu'il peut y avoir parfois entre les personnages féminins dans certains films, pas de Lynch du coup, mais dans certains films en général, qui vont être dans l'émotion constante, etc. Et les hommes qui incarnent la raison froide. Là, au contraire, des personnages masculins qui n'est pas, excusez le terme, un connard, c'est Dale Cooper. Et Dale Cooper, justement, on peut pas dire qu'il représente particulièrement la raison froide, quoi. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui s'en affranchit, etc. Et du coup, voilà, c'est des femmes qui effectivement sont en colère, qui aiment, qui manifestent leurs désirs, mais c'est aussi des femmes qui souffrent. Et là, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur Firewalk With Me. Donc, comme tu l'as dit, Mariana, film qui est sorti en 92 et qui revient sur les derniers jours de Laura Palmer. En fait, au milieu de la saison 2, même si c'est un petit peu teasé tout au long de la saison 1, on comprend que Laura a été incestée pendant des années par son père, Leland Palmer, qui est possédé par l'esprit maléfique du terrifiant Bob. Et voilà, c'est quelque chose qu'on sait, mais qu'on ne voit pas. Et justement, dans Firewalk With Me, David Lynch fait le choix de nous montrer cette violence-là. Et ça n'a pas fait consensus. Mariana, toi, par exemple, ça t'a pas plu? C'est très complexe de parler de Firewalk With Me parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le film qui centralise tout le rapport que je trouve hyper paradoxal de David Lynch à la violence féminine. Mais pour parler très concrètement du film, moi ça a été un visionnage extrêmement compliqué et évidemment c'est le but du film. Mais moi il y a certaines choses sur lesquelles j'ai été vraiment hyper réfractaire. J'ai été très très dérangée en fait par la représentation, en fait plutôt par cet acharnement à vouloir à tout prix s'attarder sur le calvaire que subit Laura Palmer donc dans ces 7 jours qui précèdent sa mort, parce que pour contextualiser le film, donc c'est aussi en fait le moment où elle comprend que l'homme qui la viole n'est pas uniquement cet homme, donc cet esprit maléfique qui s'appelle Bob, mais c'est en réalité son père possédé, on le devine par cet esprit-là. Donc c'est un film qui parle beaucoup plus frontalement à ce moment-là de la question de l'inceste, là où la série, parce que c'est aussi une série très populaire avec des énormes audiences, maquillait un peu ça par ce côté assez fantastique où il y a quand même un petit peu le doute sur est-ce que c'est réellement le père de Laura qui l'a violée ou est-ce que c'est cet esprit-là qui prenait possession de son père. Dans Firewalk With Me, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un inceste pur et simple et qu'il y a un silence énorme qui englobe tout ça au sein de la famille. Donc ça, sur le fait que David Lynch veut
nous mettre face à ça et face à cette violence, je le comprends totalement, et ce malaise-là, pour le coup, ne me dérange pas. En revanche, moi, il y a eu quelque chose de très viscéral comme réaction chez moi sur le fait qu'on s'attarde énormément sur le calvaire qu'elle subit, et moi ça me dérange beaucoup, mais je vous laisse peut-être en parler avant qu'on commence le débat. Oui, moi j'ai découvert Firewalk With Me pour préparer ce podcast, et enfin moi j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que qu'on rend à Laura Palmer qu'on rend Laura à Laura, quoi. Enfin, le fait de la voir pendant cette semaine, ces derniers jours, sachant que voilà, pour le rappeler, et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Twin Peaks, en tout cas dans le pilote, la série s'ouvre sur le visage mort de Laura Palmer. Et c'est un plan qui m'a beaucoup marqué, qui est un plan très pictural, vraiment un plan de tableau, et qui pour moi la place automatiquement dans cette grande lignée de tragédiennes et de victimes en fait du patriarcat qu'on retrouve dans la tragédie grecque, pour citer Antigone, Médée, Antigone d'ailleurs est une figure qui en fait aussi relie beaucoup le cinéma de Lynch, parce que ce sont des femmes à la fois victimes et puissante, et je trouve qu'il y a vraiment ça qui est très présent, et moi je trouve ça très beau de se dire on va enfin répondre à la question: qui est véritablement Laura Palmer? Et moi c'est un film qui m'a beaucoup touchée, évidemment troublée aussi, évidemment, d'être confrontée à cette question sans prendre de gants, on va dire. En plus, de se dire que c'était en 92. Aujourd'hui encore, quand on voit un film qui ose aborder l'inceste, on se dit que c'est plutôt moderne d'en parler, si je puis dire. Je sais jamais trop quel terme utiliser pour dire que l'art s'empare quand même très tard de certains sujets. Et moi, j'étais vraiment fascinée par comment il arrive à en parler et à nous le montrer de cette manière-là, en éludant très rapidement le fantastique, en fait. Ouais, toi, Léon? Oui, comme toi, Diane, je trouve qu'en fait, là, on désacralise le fantasme, parce qu'on la voit. On la voit souffrir, et en fait, à aucun moment, cette souffrance n'est érotisée, là où il y a certaines représentations de viol au cinéma qui me dérangent profondément, parce qu'on dirait presque que la femme prend son pied et que le spectateur aussi, en fait, en ayant ce regard un peu pervers. Alors là, si je puis me permettre, je suis pas trop d'accord, et notamment sur le fait de prendre son pied. Alors c'est une scène qui a été énormément interprétée, mais on voit quand même une scène frontalement où Laura se fait violer par Bob / son père, et on la voit quand même prendre du plaisir dans cette scène. Oui, mais pas le spectateur. C'est là où moi je suis pas tout à fait certaine. T'as l'impression de participer C'est-à-dire que comme en plus c'est une scène qui alterne des plans subjectifs et des plans objectifs, et même je trouve que de manière générale, je pense peut-être pas forcément à cette scène, mais tout ce qui la précède, et même toute la manière dont Laura est traitée dans ce film, pour moi il y a quand même une manière un petit peu, même si j'ai pas de doute sur le fait que c'était pas forcément conscient de la part de Lynch, mais je trouve que la manière qu'il a de s'attarder vraiment d'une manière interminable sur le calvaire de Laura, et je pense notamment à toute la dernière séquence où Laura et Ronette Pulawski, qui était donc une jeune femme qui a été présente au moment où Laura est morte, mais qui elle a réussi à en réchapper, qui est du coup la seule témoin de cette scène. Donc les deux, en fait, juste avant la mort de Laura, sont violés par deux autres personnes, deux autres personnages masculins de Twin Peaks, et à ce moment-là débarque Leland complètement possédé, et il va tuer Laura de rage. Et je trouve qu'il y a quand même une manière, moi, de s'attarder sur cette scène-là, et je sais pas, d'insister sur un côté en même temps extrêmement cauchemardesque, c'est évident, mais il y a aussi, moi j'ai quand même vraiment une sensation qu'on cherche un petit peu à évidemment pas érotiser au terme de la manière classique dont on pourrait érotiser une scène, mais je trouve que dans la manière de dépeindre cette violence, et surtout de s'attarder dessus, en tout cas moi il y a vraiment quelque chose qui me met très mal à l'aise, même sur l'idée de pourquoi en fait est-ce que je suis en train de regarder ça, et pourquoi est-ce qu'on est en train de me montrer ces scènes-là de souffrance et vraiment de pur calvaire. Pour moi, justement, c'est pour rompre avec l'idée d'un fantasme, et puis aussi pour arrêter d'euphémiser de la même manière que la population de Twin Peaks a euphémisé aussi, a atténué, en fait. C'est ce que Bobby dit d'ailleurs. Bobby, du coup, qui était son petit copain de façade, en tout cas, dans Twin Peaks, qui dit, en fait, tout le monde savait que Laura n'allait pas bien.
mais tout le monde se voilait la face. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'elle a l'air de prendre du plaisir dans la scène de viol, ça me choque moins que dans d'autres films, parce que je trouve aussi que ça montre quelque chose qui est assez tabou, mais que par exemple il y a certaines victimes d'inceste qui expliquent qu'elles ont eu leur premier orgasme pendant des rapports incestueux, et ce qui ne veut absolument pas dire qu'elles étaient consentantes à cet abus de pouvoir concret, quoi. C'est pas parce que il y a ça qu'il y a consentement. Et justement, je trouve que ça montre aussi les subtilités qu'il peut y avoir dans le statut de victime. On va dire en quelque sorte, je sais pas si c'est le bon terme, mais là où je te rejoins, Mariana, c'est que on sent effectivement une sorte de contradiction, fascination, répulsion dans certaines scènes de ces films en général. Et j'en veux pour exemple une scène de Blue Velvet qui en fait est très inspiré de quelque chose qu'a vécu David Lynch lui-même. Donc il en parle dans le documentaire de John Nguyen, The Art Life, qui est sorti en 2016. En fait, il raconte que quand il était petit, il jouait avec son frère dehors, et tout d'un coup, il a vu une femme sortir de l'obscurité, nue, en pleurs, et la bouche en sang. Donc voilà, une femme qui a probablement été victime de violences conjugales. Et en fait, David Lynch explique à ce moment-là que c'était la première femme nue qu'il a vue dans sa vie. Et quand il l'a décrit, il y a voilà, cette description de l'effroi, la bouche en sang, etc. Mais en même temps, il va par exemple parler d'une belle peau d'albâtre, une allure de géant, en fait une apparition qui semble émaner d'un autre monde. C'est sûr que cette anecdote-là, une fois qu'on l'a en tête, je trouve que ça entre en résonance avec énormément de choses sur sa manière, sur le rapport qu'il entretient justement avec la représentation des femmes, et notamment des femmes violentées. Moi, ça m'a aussi fait penser à autre chose que tu as dit aussi en introduction, Léon, c'est la fascination, voire l'obsession qu'a toujours entretenue David Lynch pour Marilyn Monroe. Et il en parle lui-même dans son autobiographie, mais une des raisons pour lesquelles il est autant fasciné par Marilyn Monroe, c'est notamment sa détresse, la manière dont elle transmettait sa détresse et sa vulnérabilité. Et je trouve que c'est pas du tout anodin, justement, cette manière d'avoir ce rapport un peu érotique à la souffrance et à la vulnérabilité féminine. Et ça se retrouve d'ailleurs justement dans cette anecdote dont tu parles, où il y a quand même cette idée du premier rapport qu'il a eu avec l'érotisme féminin est lié à une représentation de la violence des femmes. Ça m'a fait penser, en fait, pour en revenir une dernière fois à Firewalk With Me, quand je l'ai vu, j'ai aussi rapproché ça au fait que, parce que, encore une fois, Firewalk With Me dépeint vraiment les derniers jours de Laura et se solde par le meurtre atroce de Laura Palmer. Et moi, je me suis dit aussi que ça m'a fait beaucoup penser au fait qu'on a aussi énormément fantasmé les derniers jours de Marilyn Monroe avant son décès, et qu'on a énormément cherché à représenter les derniers jours qui ont précédé son suicide. Pour moi, c'est pas du tout anodin, cette manière justement de rapprocher l'érotisme et la violence. Et en fait, c'est ça, moi, qui me dérange viscéralement. Enfin, j'ai toujours eu un truc viscéralement très compliqué avec cette tendance à érotiser la souffrance féminine, et je trouve qu'une bonne partie de la filmo de Lynch y a trait, en tout cas. Et c'est aussi beaucoup le cas dans Blue Velvet. Moi, en tout cas, je pense que Venus Descending aurait forcément été mieux que Blonde d'Andrew Dominic. Ah, ça, c'est sûr. C'est pas compliqué. On fait pas pire au cinéma, dans tous les cas, ouais. You're the one that found me here? You know anything? Well, one name that keeps coming up is this woman singer. I'll bet someone could learn a lot by getting into that woman's apartment. I don't know if you're a detective or a pervert. Well, that's for me to know and you to find out. What are you doing in my apartment? I close my eyes. Then Are you a bad boy? Mais dans Blue Velvet, je pense par exemple à cette première scène de viol qui est un viol atroce qui est vécu donc par le personnage de Dorothy, donc campé par Isabella Rossellini. La manière même de le représenter n'est évidemment pas du tout anodine, même si encore une fois il en est conscient. Et sa mise en scène joue justement avec ça, mais le premier viol que subit Isabella Rossellini dans le film est vu à travers les yeux du personnage de Kyle MacLachlan, qui est caché dans le placard d'Isabella Rossellini et qui la voit se faire violer dans une scène qui est vraiment insoutenable. Mais du coup, même là, justement, David Lynch joue beaucoup avec cette idée de voyeurisme, et il le sait totalement, parce que Isabella Rossellini dit plus tard
au personnage de Kyle MacLachlan, j'arrive pas à comprendre si t'es en gros un détective ou un pervers. Et c'est un petit peu la question qu'on se pose même par rapport à David Lynch sur beaucoup de sa représentation de la violence, je trouve. Après, moi, je trouve que ça montre aussi ce qu'il montre à chaque fois, c'est la faiblesse du masculin. Alors, le masculin est quand même représenté faible, c'est-à-dire que soit c'est un monstre, violeur, tueur, soit ce sont ces hommes-là comme les personnages de Kyle MacLachlan. Mais je trouve justement qu'il incarne vraiment ces personnages, en tout cas dans Blue Velvet et dans Twin Peaks, de l'impuissance d'une autre forme de masculin aussi face à tout ça, et que du coup forcément un masculin qui va peut-être être tenté, donc d'où ce côté un peu voyeurisme, mais qui est aussi en fait confronté à ces violences et qui n'est pas l'homme violent. Et je trouve que ça montre cette complexité aussi, et du coup là où la femme va reprendre la puissance et où d'ailleurs elle va le dominer et elle va demander ça, le personnage de Dorothy, dans sa relation entre guillemets avec le personnage de Kyle. Oui, et une autre manière justement dont ces deux films, enfin ou en tout cas dont Blue Velvet entre beaucoup en résonance avec Twin Peaks, c'est justement ce rapport-là que je trouve pour le coup assez intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a aussi tout un discours sur justement la manière dont ces femmes se réapproprient la violence qu'elles ont vécue, ou en tout cas essayent de la processer en fait, parce que justement après cette scène dans Blue Velvet où Isabella Rossellini subit ce viol à travers les yeux de Kyle MacLachlan, donc son agresseur quitte la pièce. Kyle sort du placard et là Isabella Rossellini reprend en fait son jeu de séduction avec Kyle MacLachlan et lui demande de coucher avec elle et essaye de renverser ce jeu de violence et ce jeu de domination. Et pour moi, ça résonne aussi beaucoup avec le personnage de Laura Palmer. Justement, on comprend en tout cas que cette idée justement d'avoir une sexualité qui était perçue comme débridée par les autres personnages de Twin Peaks, d'avoir ce recours à la prostitution et d'avoir énormément d'amants dans ces jours qui précédaient son meurtre. C'est aussi interprété comme justement une manière de faire face à la violence qu'elle subit. Et en ça, je trouve que ces deux personnages se rejoignent là et pour le coup, c'est une représentation assez intéressante justement de la manière dont ces personnages féminins subissent ces viols et y font face, quoi. Oui, et puis j'ai l'impression que de manière générale, peut-être que je me trompe, mais en fait, tous les personnages féminins de David Lynch se sont fait violer, en fait. Enfin, même quand c'est pas dit, là je pense encore à la mère dans Sailor et Lula, je pense que c'est clairement affiché qu'elle aussi en fait a subi des violences pour devenir cette femme-là. Comme le personnage de Lula aussi dans Sailor et Lula qui subit des viols de la part d'un ami de son père quand elle est jeune et qui est extrêmement traumatisé par ça dans le film. Oui, c'est pareil, ce sont des plans qui reviennent justement un peu de la même manière que dans Twin Peaks assez régulièrement et qui sont pour le coup pas fantastiques, qui sont vraiment un cauchemar brut qui montre les conséquences directes du viol. Pour moi, on n'avait jamais vraiment vu ça au cinéma, en fait, de montrer ces personnages victimes de violences sexistes et sexuelles de cette manière-là. Et je pense qu'on n'a jamais aussi bien documenté les violences faites aux femmes que David Lynch l'a fait sur toute une filmographie. Et qu'en fait, c'est encore plus criant aujourd'hui quand on revoit les films, parce que j'ai l'impression qu'on a énormément parlé de l'esthétique David Lynch. Enfin, ça a été tellement théorisé par les critiques pendant des années et que c'était pas des choses dont on parlait forcément, mais je pense c'est des aspects qu'on n'abordait pas forcément. Et ce qui me touche aussi, c'est que Lynch, il les écrit et les regarde avec beaucoup de compassion, toutes ces femmes. Et ça, c'est assez rare parce que souvent, soit justement, on va montrer les conséquences des violences sexuelles en montrant des femmes, comme on l'a dit en début d'épisode, manipulatrices, etc. Et que là, c'est le contraire. Et elles reviennent en fait hantées, elles vont toutes revenir hanter un petit peu les hommes de leur entourage. Et je pense aussi, on a un peu moins parlé à Lost Highway, où dans une scène de sexe, elle va dire à l'homme avec qui elle couche qu'elle ne lui appartiendra jamais. Il y a quand même cette idée de toujours de revanche. Et évidemment, dans Mulholland Drive aussi, il y a des scènes, dans Mulholland Drive, pour rappeler, il va quand même faire une critique acerbe d'Hollywood et du monde des actrices, et avec une scène qui est très proche de ce que pouvait faire Hervé Weinstein, donc avec cette idée des producteurs, des Pygmalions, encore une fois. Enfin, pour moi, on n'avait vraiment jamais vu ça de cette manière-là.
Même si pour Lost Highway, il y a quand même quelque chose que je trouve quand même un peu dérangeant. Parce qu'en même temps, j'adore ce film. Je pense que c'est vraiment un de mes Lynch préférés. Lost Highway, je le trouve fascinant justement sur cette manière de vraiment te donner l'impression que tu te balades vraiment au milieu d'une hallucination. Et le film raconte vraiment ça. Enfin, même si décrypter et essayer de donner du sens au film de Lynch, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Mais grosso modo, on peut quand même résumer de manière assez grossière Lost Highway par le fait qu'un homme a commis un féminicide sur sa compagne et est tellement dans le déni du crime qu'il a commis qu'il est prêt à se donner l'illusion d'une autre vie où il n'est pas lui-même et où il revit une histoire d'amour avec sa compagne, jouée par la même actrice, donc Patricia Arquette, mais en blonde. Et je trouve que là aussi, il a quelque chose David Lynch a justement cette manière de mettre en scène le fantasme absolu sur cette femme qui, dans cette réincarnation mentale, joue une star du porno avec énormément de scènes de sexe où il s'attarde énormément. Et en fait, je pense que c'est là, pour moi, où le bas blesse, c'est qu'il y a quand même une fascination pour les seins de Patricia Arquette dans ce film, avec des scènes au ralenti de ses seins en plein coït, et où j'ai quand même été un petit peu traumatisée par ces images, où là je trouve que la fascination dépasse un petit peu le génie de la mise en scène. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce que je reproche justement à Lynch et aux puristes de Lynch des fois, c'est que je trouve que parfois on a quand même un petit peu trop tendance à intellectualiser. Je ne dis pas du tout que Lynch n'est pas intellectuel, loin de là, mais à servir un petit peu l'excuse du génie et de dire qu'il est très conscient de ce qu'il fait pour passer outre le fait qu'on est quand même parfois dans des représentations extrêmement sexuelles et objectifiantes de ces actrices, et je trouve que sa manière de filmer Patricia Arquette dans ce film me pose quand même un petit peu problème, au-delà du film en lui-même que je trouve vraiment génial, mais je suis quand même un petit peu perturbée là aussi par cette fascination extrêmement obsessionnel qu'il a pour son actrice, quoi. Et qui tourne lui-même en dérision. Alors après, ça ne justifie pas tout, mais voilà, il y a une petite saillie qui est lancée à Gordon Cole dans la saison 3 de Twin Peaks à un moment donné, parce qu'il est assez proche d'une inspectrice qui justement a le type de physique que Lynch adore, donc très mince, très diaphane, avec la peau, les cheveux sombres, etc. Et bon voilà, c'est quelque chose, je trouve, de totalement assumé. Alors après, est-ce que du coup il est pardonné? Je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, sur ce débat-là, je suis plutôt, mon cœur balance plutôt du côté de l'avis de Diane. Donc là, on s'est intéressé aux femmes à l'écran, mais je trouve que c'est toujours intéressant et très important de se demander qu'est-ce qui se passait sur les tournages, etc. Parce que des fois, bon, alors est-ce que Lynch a une vision progressiste des femmes? Comme vous l'avez constaté, on n'est pas forcément d'accord sur la question, mais en tout cas, voilà, des fois il y a des réalisateurs qui se disent ultra féministes et puis en fait qui sont absolument horribles avec leurs actrices ou leurs techniciennes. Donc c'est un plan sur lequel il faut aussi se pencher. À ce jour, je crois qu'il n'y a aucune accusation envers David Lynch. Donc peut-être que ça changera dans le futur. Je croise les doigts pour que non. De plus, il aime beaucoup s'entourer des mêmes acteurs et des mêmes actrices. Donc voilà, il y a Kyle MacLachlan, mais il y a aussi Laura Dern, Cheryl Lee. Enfin bref, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde pour le coup sur Laura Dern, parce que quand David Lynch est décédé, elle lui a rendu un hommage très poignant. En fait, elle considère que il l'a quasiment élevée en fait et accompagnée, et notamment dans certaines scènes hyper difficiles qu'elle a faites avec lui. Par exemple, les scènes de viol dans C'est Laure et Lola, même si on voit pas de viol explicitement, ça reste quand même des scènes assez éprouvantes vu qu'on la voit pleurer toutes les larmes de son corps après avoir été maltraitée. Et j'aimerais juste citer un petit bout de cet hommage. Donc là, je vais lire en français de l'anglais, donc excusez-moi si c'est pas très bien formulé, je vais faire de mon mieux. Mais elle a dit, Laura Dern, j'ai été élevée par des acteurs, j'ai assisté à des collaborations que mes parents créaient, et c'était dans ces amitiés, avec un langage que seuls eux pouvaient comprendre, eux et leur maestro, que je suis tombée amoureuse de l'acting. Ça a été mon job de rêve, et quand je t'ai rencontrée, j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. En tant qu'adolescente, je n'aurais jamais imaginé être aussi bénie en passant toutes ces années à grandir et aussi à me métamorphoser, guidée par toi dans ma vie artistique. Tu m'as donné l'opportunité d'explorer chaque aspect
de la psyché féminine, de jouer avec des archétypes et ensuite me rendre compte que j'avais une compréhension totalement erronée d'eux. Tu m'as poussée vers le fait d'être sans peur. Tu m'as amenée dans des endroits hantés par la terreur, mais aussi dans des endroits saints, S-A-I-N-T-S. Et tu m'as même aidée à trouver le rire dans la tragédie. Tu m'as fait croire dans tout ce qui était bon dans notre pays et toute la peur qui gît en dessous. Et là, on pleure tous. Et là, on pleure tous, effectivement. Enfin, je veux dire, cette dernière phrase, tout ce qui est bon dans notre pays et tout ce qui gît en dessous, c'est littéralement la scène d'ouverture de Blue Velvet. C'est exactement ça, ouais. C'est hyper intéressant, justement, de se pencher sur Laura Dern, parce que c'est vraiment aussi celle qui a traversé la filmographie de Lynch de bout en bout. Et d'ailleurs, on a aussi su que juste avant sa mort, qu'il était en train de préparer un nouveau projet avec elle et Naomi Watts. Et c'est vrai que Laura Dern, en plus, justement, quand on parlait des personnages, justement de l'idée qu'il allait un peu à contresens des personnages archétypaux, des femmes fatales et tout, Laura Dern, elle a vraiment traversé l'éventail, comme elle dit, de la psyché féminine, parce qu'avec Blue Velvet, le premier film sur lequel ils collaborent tous les deux, elle a vraiment ce côté de petite fiancée américaine, très ingénue, justement, de cette matérialisation de la façade parfaite de l'Amérique. Mais voilà, justement, on a un revirement vraiment à 180 avec Sailor et Lula, où elle joue justement ce côté hyper trash et hyper sexuel, pour finir dans la saison 3 de Twin Peaks avec Diane, qui est littéralement royale, très froide, mais aussi très, justement, avec beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Donc vraiment, il y a un peu ce côté c'est un peu un cadeau de réalisateur à l'actrice, d'avoir ce tel panorama de rôle à lui proposer, quoi. Et on n'en a pas parlé jusque là, mais elle a également joué dans Inland Empire, qui est son dernier long métrage. Après, c'est aussi ce type de cadeau-là, justement. On n'est pas sur des personnages féminins, mais c'est un peu ce qu'il fait aussi avec Kyle MacLachlan, qui pareil, a vraiment traversé sa filmo de bout en bout dans Twin Peaks The Return, donc la saison 3. C'est vraiment un cadeau qu'il fait à Kyle MacLachlan, c'est d'avoir non pas un, non pas deux, mais 3 rôles différents dans une saison entière. Donc pareil, il porte ça de bout en bout. Mais c'est vrai que même pour revenir à ses actrices, ce qu'il avait fait avec Naomi Watts aussi était très fort, et elle garde aussi un souvenir très fort de sa collaboration avec lui, dans le sens où Mulholland Drive, c'est un peu le film qui a révélé Naomi Watts, qui était un moment de sa carrière où elle avait un petit peu cette énergie du désespoir de ne pas réussir justement à décrocher de rôle, et c'est justement un peu le rôle qu'elle joue en fait dans Mulholland Drive, par les deux aspects du film, mais surtout par ce côté justement d'avoir cette actrice qui se révèle à nous dans sa recherche du rôle parfait, et pareil, c'est une collaboration qui a continué ensuite jusqu'à Twin Peaks la saison 3, où elle a un rôle extrêmement récurrent. Donc effectivement, ce qu'on disait, et puis tout le débat qu'on avait sur ce rapport à la violence féminine, c'est évidemment pas du tout anodin, qui est ce travail vraiment de très longue durée avec ces actrices, et une telle relation de confiance qui a été vraiment manifestée par les actrices avec lesquelles il a travaillé, quoi. Et je trouve ça très beau ce que tu dis, parce que Mulholland Drive, finalement, tu nous dis que c'était aussi une époque où pour Naomi Watts c'était compliqué. Je pense que c'est un film qui parle aussi du renoncement d'un rêve, un renoncement à une pureté rêvée, que peut-être, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, c'est quelque chose que Naomi Watts elle-même ressentait. Et je trouve que en cela, c'est à rapprocher aussi du cas Sherilyn Fenn, donc qui joue l'un des personnages les plus iconiques de Lynch, Audrey Horne, dans Twin Peaks, et qui fait un petit caméo également dans Sailor et Lula. Elle devait être au centre d'une série qui était Mulholland Drive, parce qu'en fait Mulholland Drive de base c'était censé être une série, et en fait c'était censé suivre Audrey ses premiers pas à Hollywood, etc. Et puis finalement Sherilyn Fenn n'a pas voulu le faire, parce que Sherilyn Fenn, elle a aussi eu une très forte désillusion par rapport à l'industrie, par rapport à ses mécaniques, etc. Et puis aussi par rapport au fait qu'elle était, de par son physique, très brune aux yeux bleus, très sensuelle, etc., qu'elle était objectifiée, hyper sexualisée aussi par les producteurs, par les autres acteurs, etc. Et là où je trouve que Lynch, même s'il en joue avec elle dans le personnage d'Audrey, il est à la juste distance, selon moi. Ce qui fait aussi qu'elle revient
dans la 3e saison de Twin Peaks. Et de manière générale, comme on l'a dit, ça ne concerne pas que ces actrices, ça concerne aussi ces acteurs. Et à cet égard-là, en fait, je trouve que David Lynch, il a un côté très... Enfin, je sais même pas, je trouve, c'est évident, mais qu'il a un côté très intuitif, justement. L'acteur qui joue Andy, dont le nom m'échappe, dans Twin Peaks, c'était son chauffeur. Bob, qui était son chef décorateur. Son chef-op, décorateur. Oui. Il était décorateur. Jack Nance, également, qui joue Pete dans Twin Peaks. Alors lui, il est partout. Hein. Il est dans tous les dead. films. Wrapped in plastic. Je pense qu'on a tout dit, même si on n'a jamais tout dit sur le cinéma de David Lynch. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et pour conclure, je vais vous poser une dernière question. À quel personnage féminin de Twin Peaks vous vous identifiez le plus, Mariana ? Moi, c'est Nadine. Je l'aime tellement. Je suis dégoûtée que Dale Cooper ne soit pas un personnage féminin parce que, au fond, je suis un Dale Cooper parce que j'adore le café et j'apporte une importance inconsidérable à la qualité du sommeil. Tu triches, là. Mais Dale Cooper étant un homme, je suis piégée, mais j'adore Nadine. J'ai un amour pour le personnage de Nadine, qui est donc un personnage totalement secondaire de Twin Peaks dans les 3 saisons, qui est un personnage qui est vraiment présenté, c'est un pur contrepoint comique à toute la série, mais j'ai énormément de tendresse pour elle. Il y a un côté tragique quand même à son personnage. Il y a un côté très tragique. En fait, c'est la compagne, c'est même la femme d'un personnage qui s'appelle Big Ed, qui en fait a toujours été extrêmement amoureux de Norma, qui est l'amour de sa vie, qui est la patronne du diner, donc le Double R. Et par un concours de circonstances, il s'est marié sur un coup de tête avec Nadine, et parce qu'il travaillait un peu par sa culpabilité, il n'a jamais osé la quitter. Nadine le sait, mais elle est dans un déni totalement désespéré dans sa relation avec lui. Elle est totalement névrotique et elle canalise ce déni dans des obsessions extrêmement précises, comme le fait d'avoir des tringles à rideaux silencieuses. Et c'est évidemment un élément hyper comique, ça a été conçu comme ça, mais du coup ça fait qu'il y a énormément de... Enfin, moi j'ai une tendresse immense pour cette espèce de désespoir qu'elle a. Je n'ai pas envie de dire que je m'identifie à elle, un tout petit peu, mais en tout cas c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. Ce personnage, je l'adore, tout en étant un personnage hyper drôle, et du coup il y a quelque chose de très camp aussi chez elle, mais aussi hyper tendre, quoi. Et toi, Diane ou Diane? Ouais, autant chez Lynch, moi c'était vraiment, comme je vous le disais, Lula qui était un peu mon idole, mais dans Twin Peaks, pour le coup, je me suis jamais identifiée à des personnages. J'ai un peu toujours la distance, pour moi, avec la série, vraiment qu'il y a une distance qui se crée. Par contre, j'ai toujours été hyper fière de m'appeler Diane et de découvrir que cette héroïne qui n'a pas de visage pendant 2 saisons, du coup, s'appelle Diane, et qu'on lui parle tous les jours. Ce qui crée des mèmes aussi absolument fun avec mon nom. C'est très stylé. Et j'ai été absolument ravie quand on a su qu'elle était enfin incarnée par Laura Dern, qui est une actrice que j'admire. Donc j'avoue, voilà, c'est juste mon petit truc à moi. Est-ce que des fois tu reçois des vocaux de Dale Cooper au milieu de la nuit pour te demander des boules qui est? J'aimerais tellement. Et toi, Léon, quel est ton personnage alter ego de Twin Peaks? Eh bien, c'est bien sûr la Log Lady, parce que déjà, c'est mon idéal de vieillesse, mais aussi parce que je fais déjà le même effet sur les gens. Donc, du coup, qui choisir d'autre? Et puis, comme elle, je pense qu'un jour, la tristesse finit par partir. C'est la fin de cet épisode de Sorociné. Mariana, Diane, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci. Et merci, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux et à nous mettre des petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour le focus du mois d'avril qui parlera d'avortement et nous fera traverser l'Atlantique. Salut!